Aujourd'hui dans Silicon Carnet, on parle de la guerre des puces que se livrent les géants de la Silicon Valley. Nvidia vient de perdre 115 milliards en une seule journée après que Meta ait annoncé un potentiel deal avec Google. Et si le monopole de Nvidia reposait finalement sur du sable, on posera la question à Pierre Gobil. Et le professeur est encore avec nous cette semaine. Puis l'interview incroyable d'Ilya Sutskever qui remet tout en question. Le co-créateur de GPT vient de lâcher une bombe. Tous ces milliards investis dans les data centers géants ne servent peut-être à rien. On demandera à Fanny si la Silicon Valley est en train de construire la ligne Maginot de l'intelligence artificielle. Et puis enfin, comment la tech fait main basse sur Washington ? 150 millions de dollars pour acheter le Congrès. Trump qui punit les États qui osent réguler. Les États-Unis se transforment-ils en oligarchie tech ? On posera la question à Valran si c'est game over pour la démocratie américaine. Bienvenue dans Silicon Carnet, le plus grand talk show tech de France en direct de San Francisco. Désolé d'appuyer sur pause, mais si tu kiffes cet épisode, aide-moi en t'abonnant et en likant cette vidéo. C'est ce qui me permet de continuer à produire ce contenu en toute liberté. Alors on continue, mais tu likes et tu t'abonnes. Alors la domination de Nvidia sur le marché des puces IA vient de prendre un coup. Google sort ses TPU de son cloud pour les vendre directement et il veut les vendre à Meta notamment. Et il semblerait qu'il y ait un deal qui est en train de se tramer justement entre Google et Meta, un deal de plusieurs milliards de dollars. On a aussi Amazon qui dévoile cette semaine sa nouvelle puce Trainium 3. Et le marché vacille, 115 milliards de dollars évaporés en une seule séance pour Nvidia. C'était le 25 novembre dernier, après justement l'annonce de ces négociations entre Meta et Google. Les analystes sont divisés. Est-ce le début de la fin pour le quasi-monopole de Jensen Huang ? Je vous rappelle que Nvidia détient aujourd'hui 80% des puces, du marché des puces. C'est assez incroyable. En tout cas, une chose est sûre, celui qui contrôle justement ces puces, contrôle l'intelligence artificielle et donc potentiellement notre avenir. On est dans une vraie guerre du silicium qui redistribue des dizaines et des dizaines de milliards de dollars. C'est un truc assez fascinant. Et moi, ce qui me frappe en ce moment, c'est justement ce contraste qui existe entre l'arrogance de Nvidia il y a encore 6 mois. On voyait un Jensen Huang, il avait expliqué dans une vidéo que, en gros, même si ses concurrents proposaient des puces gratuites, les gens continueraient à acheter du Nvidia. Ben là, c'est plus la même chanson, visiblement. Notre ami Jensen Huang commence à se faire un petit peu de mouron après Sam Altman qui s'inquiète de Google. Peut-être autour de Nvidia d'être inquiet aussi face à la concurrence. Pierre, une réaction ? Je sais que tu as étudié un petit peu ce marché-là, que tu connaissais pas vraiment, et tu m'as dit c'est assez impressionnant la guerre que ces géants de la tech sont en train de se livrer. Alors, je vais donner les points qui sont des points à risque pour Nvidia aujourd'hui. Le premier, c'est que ses meilleurs clients sont probablement aussi ses meilleurs ennemis. Autrement dit, Nvidia est réputé pour avoir des marges considérables, on parle de 90%, et je pense que Google, Meta & Co en ont marre de payer autant de marge à Nvidia, et qu'ils ont, eux, la capacité à réfléchir à quelque chose de concurrent. Donc ça, c'est le premier point. C'est-à-dire que leurs clients deviennent aussi leurs principaux concurrents puisqu'ils fabriquent eux-mêmes leurs chipsets, c'est ça ? Exactement, et qui gagnent donc énormément d'argent à ne pas payer les 90% de marge à Nvidia. Le deuxième point, c'est que l'utilisation qu'on fait des puces dans l'AI est en train de changer. On a fait de l'entraînement et on passe à l'inférence. L'entraînement, c'est de dire, je vais analyser un volume gigantesque, je vais un étudiant dans une bibliothèque qui va lire tous les livres et essayer de tout mémoriser. On va voir ça avec Ilya Sutskever, il en parle beaucoup de ça dans son interview, justement. Ça, c'est ce que fait Nvidia avec des puces très puissantes. Maintenant, on arrive à l'inférence, où là, c'est plus, je pose une question à l'étudiant, qui va chercher dans sa mémoire la réponse à la question. Et ça, du coup, on n'a plus besoin de la puissance qu'on avait avec Nvidia, et on peut prendre des puces plus simples, moins chères, et qui fonctionnent plus vite. Troisième point, le logiciel, on l'a vu avec DeepSeek, est en train de s'adapter pour essayer d'être moins gourmand.
et de nécessiter moins de hardware, parce que les enjeux sont tellement énormes en termes financiers que le logiciel est en train de s'adapter. Donc ça, c'est aussi un risque pour Nvidia. Et enfin, le quatrième risque, c'est qu'en fait, il y a peu de fabricants aujourd'hui. Il y a le taïwanais que tout le monde connaît, TSMC, et qui en fait, lui, pourrait faire un arbitrage entre est-ce que je fais des chaînes Nvidia ou des chaînes Google ou des chaînes Meta. Oui, on est exactement dans ce trade-off en ce moment. C'est eux qui ont les clés, c'est clair. C'est TSMC qui décide de ça. Donc ça, c'est les 4 risques. Et le truc qui les protège aujourd'hui, c'est pas le logiciel en fait. Nvidia, c'est une boîte de logiciels. C'est le code, c'est le logiciel qui permet de communiquer avec les GPU. CUDA, donc c'est leur logiciel à eux. Et qui est en fait la vraie barrière à l'entrée aujourd'hui. Il y a 4 millions de développeurs sur ce logiciel aujourd'hui dans le monde qui ont écrit des librairies qui sont très très chiantes à réécrire si tu changes de logiciel. Et donc, la guerre qui est en train d'essayer de mener et Google et Meta, c'est d'écrire des logiciels qui pourraient se passer de ce logiciel-là pour communiquer avec tous les chips du marché. S'ils arrivent à faire ça, ça peut effectivement être un énorme problème pour Nvidia aujourd'hui. J'aimerais peut-être aussi qu'on vulgarise, parce que moi, quand j'ai découvert la news de Google, je comprenais pas trop la différence exactement entre les puces et tout ce que t'expliquais, Pierre. Et en fait, de ce que j'ai compris, et ces gens qui sont plus experts que moi me corrigeront en commentaire, mais en gros, il y a les CPU. C'est on va dire, les puces classiques d'ordinateur qui sont capables de faire plein de tâches, mais de manière globalement un peu lente, et donc du coup un peu lente pour l'IA. Il y a les GPU, qui à la base sont des cartes graphiques de jeux vidéo, mais qui étaient parfaitement adaptées en fait à l'IA générative et qui ont du coup emporté tout le marché et qui a propulsé Nvidia là où il est. Et là, Google sort des TPU qui sont en gros des Tensor Processing Unit. Mais on oublie un truc, Google, ça fait 10 ans qu'ils sont en train de développer ces TPU. Et en fait, ces TPU-là, ils les ont développés pour l'IA depuis le début, notamment via leur filiale DeepMind. Et en fait, toutes ces TPU-là, ce qu'on peut vraiment imaginer aussi, c'est que exactement comme dit Pierre, elles sont capables d'aller chercher l'étape d'après de l'IA, c'est-à-dire en gros trouver le bon croisement de données au bon moment, au bon endroit pour sortir la bonne réponse, donc de manière potentiellement meilleure que les GPU, mais du coup aussi potentiellement plus faible en coût d'énergie que les GPU. Et là où c'est la vraie question à laquelle moi j'ai du mal à avoir la réponse, c'est à quel point ces TPU sont construits pour les systèmes de Google et donc difficiles à vendre, et donc Google les aurait pour eux-mêmes, mais ils auraient du mal à en faire un marché, ou aussi ils vont être capables d'aller les brancher aux systèmes qui sont déjà en fait tous sur Nvidia aujourd'hui. Moi, je peux essayer peut-être de simplifier encore un tout petit peu plus. J'allais te poser la question à Fanny, si parce que Fanny, elle bosse chez OVH, donc elle connaît toutes ces questions-là. Moi, ma spécialité maintenant, c'est les QPU, les Quantum Processing Unit. Donc, c'est le truc qui va arriver après les GPU et les TPU dans le futur, mais pareil. Non, mais essayons de rendre clair. Différence CPU, GPU, TPU, QPU. CPU, c'est ça, c'est le petit truc rapide, pas très rapide, mais qui coûte pas cher et qui permet de démarrer. Le GPU, c'est vraiment le couteau suisse, c'est le truc qui est très flexible, très puissant et qui fonctionne avec tous les frameworks du PyTorch, du JAX, du TensorFlow. Et c'était ça la grande force d'NVIDIA, c'est ça leur a permis de toucher tout le monde et que ça s'adapte à tous les types d'IA, en fait, tout ce qui a pu être construit. Et pas seulement, mais aussi le minage de crypto. Et puis la 3D, parce qu'ils viennent de ce monde-là à la base, quoi. C'est le couteau suisse. Le TPU, tu arrives sur une machine industrielle optimisée, c'est ultra rapide pour un type d'opération, mais c'est vachement moins polyvalent. Et par contre, c'est aussi dépendant pour l'instant de l'écosystème Google. Donc c'est là où tu as quand même des grosses différences et que ça va pas comme ça balayer tout le marché d'un coup de Nvidia. Je pense que ça restructure, ça met en danger cette hégémonie, mais il y a d'autres choses à faire et je pense qu'il y a d'autres concurrents qui vont arriver. C'est là où c'est intéressant, c'est que ça veut dire que Nvidia va plus jouer tout seul. Il y a une nouvelle course dans l'IA qui est en train de se mettre en place et ce sera pas que Google d'ailleurs, on va voir d'autres acteurs arriver. Mais en plus, moi là où je trouve que c'est intéressant, c'est que Google sont concurrents dans les LLM, là où Nvidia ne l'est pas. Et donc en fait, là où c'est intéressant pour Google, c'est que ils peuvent développer un marché comme Nvidia et ils vont pas se priver de le faire, mais ils peuvent aussi se dire, ça nous fait un avantage comparatif qui nous permet de prendre de l'avance sur
OpenAI qui ont déclaré code rouge, Grok qui malgré beaucoup de bruit d'Elon Musk est quand même pas au niveau aujourd'hui d'un Gemini, et Anthropic qui vont se coter en bourse ou pas, on sait pas, c'est la grande question. Enfin, et ça met aussi Gemini au milieu de l'écosystème, on va dire des chatbots et du coup des LLM. Et je rajouterais, je pense que c'est important, que Google en fait a réussi aussi à craquer ces modèles d'IA Gemini, parce que les deux fondateurs, donc Sergey Brin et Larry Page, sont revenus en fait chez Google, là où ils étaient plus opérationnels avant, en mode ce que la Silicon Valley appelle le founder mode, c'est-à-dire les fondateurs sont au sein de l'organisation et tout. Ils ont réorganisé toute leur team d'IA en fusionnant en gros le lab IA de Google et DeepMind pour créer en fait le vrai aujourd'hui pôle IA de Google, et pour réussir à pondre la masterclass absolue qu'est Gemini 3.1 et Nano Banana, quoi. Je sais pas si vous avez testé, c'est insane. À la tête de DeepMind, qui fait un boulot absolument incroyable et qui prend énormément le leadership sur le sujet. Mais effectivement, tu as raison de le noter, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Sergey Brin dans une démo de produit chez Google. Et pour Gemini 3, on a vu Sergey Brin à nouveau devant la caméra, et c'était assez nouveau. Pour revenir sur ces puces, le GPU de Nvidia, le Blackwell B200, c'est ce GPU star dont tout le monde parle, et c'est le GPU le plus performant aujourd'hui sur le marché. Là-dessus, il n'y a pas de comparable. C'est 18 pétaflops de performance, c'est absolument colossal. Mais effectivement, comme le dit Pierre, sa consommation énergétique, c'est 700 watts. Donc, c'est aussi une consommation qui est très, très importante. Mais comme le dit Fanny, effectivement, c'est une bête de technologie ultra polyvalente. Et c'est justement cette flexibilité qui a construit l'empire de Nvidia, puisque un GPU peut servir à plein de choses. Et donc, tout le monde se met aujourd'hui à l'acheter. Le TPU, le Ironwood de Google, comme vous avez dit, c'est une chipset beaucoup plus spécialiste. Elle est conçue seulement pour une seule chose, l'intelligence artificielle. Alors, quand on regarde sa performance par puce, elle fait 4,6 pétaflops, donc c'est beaucoup moins que le GPU de Nvidia, mais elle a aussi une consommation énergétique qui est beaucoup moins importante que celle de Nvidia, et on sait aujourd'hui que l'électricité, la facture énergétique, je lisais un article ce matin dans le New York Times qui disait que la consommation électrique aux États-Unis, la facture d'électricité pour les Américains pourrait potentiellement augmenter de 25% à cause justement de l'intelligence artificielle. Alors déjà qu'aux États-Unis, on a un problème, que les gens détestent la Silicon Valley. Si en plus la Silicon Valley fait monter la facture d'électricité de 25%, on rentre dans l'hiver là, ça va devenir très très compliqué. Mais ce que j'ai compris, Carlos, juste pour te poser la question, du coup, c'est les TPU, on est d'accord, elles sont plus rentables énergétiquement. Oui, mais aussi, il y a un autre truc qui est très intéressant, c'est que le TPU, tu peux l'interconnecter. Tu vois, tu peux interconnecter des TPU, chacune de ces unités, et donc ils ont un truc qui s'appelle Interconnect de Google, alors que Nvidia, tu plafonnes à 256 GPU maximum, tu peux pas connecter plus de 256 chipsets ensemble. Alors qu'avec les TPU, tu peux en connecter ensemble et les interconnecter, les faire travailler ensemble des milliers et des milliers. Et c'est ce que fait d'ailleurs Google sur son cloud. Et c'est là il y a un véritable problème, parce que quand tu commences à mettre cette interconnexion en place, et je montre le graphique là où tu compares en fait ces TPU, le Trainium de Amazon qui se défend d'ailleurs, et les chipsets de Nvidia, Google est largement beaucoup plus performant avec ses TPU interconnectés. Et ça, c'est vachement intéressant. C'est un peu technique, mais je trouve que on nous dit des fois, ouais, j'aimerais bien qu'on parle de tech dans Silicon Carnet. Là, on est dans la pure tech. À tel point que Nvidia d'ailleurs reconnaît et a fait un tweet en disant on est quand même vachement impressionné. Ça m'a rappelé le tweet de Sam Altman face à Gemini 3. Et là, c'est Nvidia qui fait un tweet et qui dit putain les gars, bravo Nvidia, bravo Google, c'est assez impressionnant ce que vous êtes arrivé à faire, quoi.
Avant de poursuivre cet échange, je voulais vous dire un mot de notre nouveau partenaire, Quorum l'épargne. Je sais que vous êtes nombreux à m'écouter depuis la France et que beaucoup d'entre vous s'intéressent au marché US. Eh bien justement, Quorum a lancé Quorum USA, la première SCPI qui investit directement aux États-Unis. En à peine un an, ils ont déjà investi à New York, en Californie et au Texas, avec un objectif de rendement non garanti au-delà des 7% en 2025. Une belle opportunité pour diversifier votre épargne sur le plus grand marché immobilier du monde avec un dollar faible et des prix attractifs. Et jusqu'au 31 décembre 2025, Quorum vous reverse un bonus de 3% sur votre placement immobilier en SCPI. Toutes les infos sur quorum.fr, corum.fr. L'investissement dans les produits financiers comporte des risques et n'offre aucune garantie de performance. Il y a une quantité limitée en fait de tous ces GPU, processeurs, etc. Et même en mettant le prix, t'es pas sûr de les avoir ou tu vas avoir un temps de délai. Et tu as de plus en plus de boîtes qui vont avoir besoin de cette puissance-là tout de suite. Et donc du coup, tu te retrouves un peu comme les Chinois à devoir bosser en conditions restreintes. C'est comment je fais pour contourner le fait de ne pas avoir accès à toute cette manne de processeurs et de puissance. Et tu trouves des solutions et tu t'adaptes. Et finalement, tu fais pas moins bien, tu fais différemment. Et je pense que l'exemple de Google, ça a été comment je fais pour ne pas être dépendant de Nvidia, comment moi je me retrouve. Et ils ont été très créatifs et ça prouve que ça marche. On a vu les Chinois le faire sur des modèles d'IA aussi et réussir à s'en sortir. Et je pense qu'on est en train de voir une nouvelle donne, en effet, de l'adaptation. Il y a eu 10 ans d'hégémonie. Et on trouve d'autres solutions. Il y en a qui ont bossé dans leur coin discrètement, et là ça sort. Et je trouve ça hyper intéressant. Voilà, on passe à une nouvelle vague de l'IA, mais aussi une nouvelle vague de comment on va pouvoir bosser sur l'IA. Fais gaffe, Fanny, t'es en train de devenir libertarienne, parce que t'es en train de nous expliquer que la concurrence féroce permet l'innovation et la baisse des tarifs. C'est ce que t'es en train de nous expliquer économiquement. Et je pense que de toute façon, quand tu mets sous contrainte des gens, au bout d'un moment, les gens, ils finissent par trouver des solutions, ouais. C'est vrai. Ouais, ça, on est plutôt d'accord. Moi, j'avais une question pour toi, Fanny, qui bosse dans une boîte qui a besoin, du coup, de tous ces chipsets à différents endroits et tout. Est-ce que le fait que ça change, en fait, un peu de réalité tous les 4 matins, c'est facile pour piloter des boîtes de cette taille-là? Parce que je prends juste mon exemple perso, mais nous, on est sur l'écosystème de Google depuis nos débuts avec le Crayon Group. Donc, quand Gemini est devenu l'alpha des LLM, on était juste ravis. On était en mode, vas-y, BMF, très bien. Nous, on est déjà dessus de toute façon. Mais typiquement, pour des boîtes d'une plus grosse taille et sur des questions de hardware, comment tu fais dans des cas où, en fait, tu dois potentiellement changer de provider et de chaîne de production et du coup potentiellement de production interne parce que le leader a changé de main et même de type de chipset, tu vois, en vrai. Alors, quand t'as un grand groupe, moi, c'est un truc que j'explique alors beaucoup aux startups, puisque j'ai accompagné beaucoup de startups avec le startup programme. C'est souvent, c'est de dire, mettez pas tous vos œufs dans le même panier, faites gaffe, parce qu'en effet, ça coûte cher. Et surtout, t'as du vendor locking chez certains qui font que c'est hyper compliqué de bouger toute ton infra. Donc là, sur des sujets comme ça, c'est stratégiquement c'est extrêmement lourd, ouais, c'est des mammouths, donc tu peux perdre une bataille si t'as pas fait attention de pouvoir migrer, basculer, t'adapter. Et de plus en plus de boîtes d'ailleurs font du multi-cloud et donc vont s'adapter. Alors sur de l'infra classique, sur l'IA c'est un petit peu différent, mais ton choix de service va devenir de plus en plus stratégique et en effet partir et se faire embobiner, quoi. Moi je dis, gars, réfléchissez bien à ce que vous faites. Et je parle pas de la donnée et de là où tu mets tes données. Là, quand tu me dis, on est tous chez Google, c'est cool, mais ta donnée, comment tu la sors si un jour Google t'augmente de 30% les prix, comment tu t'adaptes ou si l'IA est plus la bonne, comment tu vas faire? Tu vas devoir aller payer à côté. Je rappelle quand même qu'une puce, un GPU de chez Nvidia Blackwell, le B200, ça coûte entre 45 000 et 50 000. Ces gens sont en train d'en acheter des centaines et des centaines de milliers. Et aujourd'hui, tu as des investisseurs qui font des chèques pour financer, comme le disait Pierre, ce scaling à base de GPU. Quand tu mets ces tarifs-là et que tu regardes effectivement la marge que fait Nvidia, alors moi, j'ai pas 90%, Pierre. Moi, dans mes recherches, c'est 63%, ce qui est déjà colossal. C'est déjà colossal. Google annonce... C'est colossal, 63% de marge sur le hardware, c'est colossal.
Google Cloud, lui, à titre de comparaison, parle de 24% de marge opérationnelle sur ces puces. Donc c'est 3 fois pratiquement, entre 2 et 3 fois la marge de Google. Donc là on est en train de parler de deals annuels qui dépassent 80 milliards de dollars. Tu vois? Et donc, ouais, j'entends ce que tu dis, Valorant. Mais à ces prix-là, tu sais, Meta, par exemple, et c'est ce deal qui est en train de se passer avec Google, ils se disent, attends, en passant sur Google, je peux récupérer 10 milliards par an? Attends. Mais justement, au contraire, tu vas exactement dans mon sens, Carlos. Ok pour Meta qui va le dépenser là aujourd'hui. Mais ceux qui l'ont dépensé hier, comme Tesla, par exemple, ils font comment? Ouais. Ils doivent changer? Ils doivent se dédire d'un contrat de plusieurs dizaines de milliards? Non, ils vont garder, ils vont monter d'autres infrastructures parallèles, comme dit Fanny, ils vont avoir des infrastructures hétérogènes avec plusieurs providers de puces, quoi. C'est tout. Mais aujourd'hui, si tu prends en compte le prix d'achat, la consommation énergétique qui est absolument très importante dans le calcul, j'ai lu quelque part qu'en fait, si tu passes à des puces Nvidia, à des choses Google, par exemple, sur 3 ans, tu gagnes entre 5 et 10 fois la somme. Tu divises le prix entre 5 et 10. Donc c'est quand même relativement considérable. Les économies d'échelle que pourraient faire les gros acheteurs d'NVIDIA sont considérables. Et puis, vous l'avez dit, il y a TSMC, et là c'est quand même pas neutre cette histoire-là, où qui eux sont ceux qui fabriquent les puces. C'est-à-dire que si tu prends n'importe quelle puce aujourd'hui, elle est fabriquée forcément par TSMC. Et là, il y a un goulot d'étranglement. Et puis, on se rappelle que TSMC, il fabrique 100% des puces aujourd'hui mondiales. Il n'y a pas de concurrent là-dessus. Nvidia, c'est TSMC, Google, c'est TSMC, Trainium chez Amazon, c'est TSMC, Apple, AMD, Qualcomm, tout ça, c'est TSMC. Et aujourd'hui, la géopolitique, elle devient explosive. Parce que cette entreprise TSMC, elle est basée à Taïwan, et à 180 km des côtes chinoises, c'est à portée de missile. Si la Chine décide demain matin d'envahir Taïwan, je rappelle que c'est un scénario que les militaires sont en train de... C'est un vrai scénario. C'est un vrai scénario. C'est un vrai scénario qui inquiète depuis un moment. Ouais, exactement. T'as plus de puces pendant des années. C'est-à-dire que tu ne pourras pas reconstruire des capacités de production ailleurs. C'est un vrai sujet, ça. Et c'est bien pour ça que je pense que la Chine regarde à annexer, parce que comme eux, en plus, n'ont pas le droit, faut quand même se rappeler que les fameux lasers qui permettent de graver les puces de TSMC sont produits en Europe, mais sont interdites à la vente en Chine. Donc la Chine ne peut pas graver ces fameux transistors aussi fin que fait TSMC, et donc il y a quand même je pense une frustration qui s'est créée et qui fait qu'il y a une envie il y a un moment, c'est même s'ils arrivent à créer des choses sous conditions restreintes, c'est quand même ils ont le truc sous les yeux, ils ont pas le droit d'y toucher, ils ont pas le droit d'acheter, ils ont pas le droit de faire. Ils contournent, ils arrivent à contourner. La Chine, en fait, effectivement, n'a pas le droit d'acheter ces puces-là, mais visiblement... On n'a même pas le droit d'acheter les lasers, les fameux lasers. Les lasers, mais ni même les puces de Nvidia, mais visiblement, ce qu'ils font, c'est qu'ils fassent des commandes par des pays tiers comme le Vietnam ou Singapour et des choses comme ça, et c'est pas possible. Quand on regarde DeepSeek et la performance de DeepSeek, ou voir des Alibaba qui utilisent l'intelligence artificielle ou des plateformes comme ça, on se dit que forcément ils ont des puces à 3 nanomètres, puisque c'est la gravure dont on parle, la plus fine qu'on est capable de faire, et que seul TSMC est capable de faire aujourd'hui. Intel a essayé de graver à 3 nanomètres, ils n'y sont pas arrivés. Donc effectivement, aujourd'hui, le vrai goulot d'étranglement, il n'est pas simplement en termes de production, il est sur le risque, il est sur géopolitique. C'est que effectivement, si la Chine demain envahit Taïwan, plus de puces. Il y avait un expert géopolitique qui était sur Diary of a CEO il y a 6-7 mois, un truc comme ça, et qui disait que le 21e siècle déciderait à Taïwan. Et en fait, je suis d'accord, c'est le d'un point de vue des plaques tectoniques mondiales, on va dire, en termes de géopolitique, on a beaucoup été concentré en tant que Français autour de Gaza et autour de l'Ukraine. C'est pas seulement en tant que Français d'ailleurs, même à l'échelle du monde. La réalité, c'est que les gros flux financiers regardent tous autour de Taïwan
parce que c'est là où, pour le coup, tu pourras avoir les deux gros géants qui, pour le coup, s'affronteraient réellement. C'est là aussi on recherche un peu une indépendance en Europe. On cherche à trouver comment reconstruire tout ça. On refinance des ST microélectroniques et on cherche des solutions pour la suite. En tout cas, pour les prochaines générations, il y a un vrai retour à remettre ça. Et il y a du boulot, par contre. J'allais vous poser la question parce que l'Europe, c'est quand même la grande absente dans cette histoire-là. C'est que pendant que les géants américains sont en train de se livrer une guerre de tranchées pour justement le contrôle des puces, on a l'impression que l'Europe est spectatrice. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun acteur européen dans cette bataille. S'il y en a un, s'il y a ASML. Ça, il peut... Oui, non, attends, ASML. ASML, oui, d'accord, je suis d'accord. Mais ASML, ils fabriquent... c'est eux qui fabriquent le marteau, quoi, tu vois. Ouais. Donc c'est un outil, c'est vachement intéressant, mais ils ne fabriquent pas de puces. Non, mais après plus discret, t'as Cyperl, t'as Calray ou Manta, Ok. mais D'accord. voilà, ou Graphcore. Mais c'est pas encore ce niveau-là. Après, il y a des tentatives et moi, je commence à voir des startups qui se montent. Là, je vois des projets. C'est pas inintéressant. Peut-être qu'on aura des nouveaux types de puces dans quelques années ou dans quelques mois, on verra. Mais faut arriver à les financer. Faut arriver Oui, à parce financer qu'on met tout quelques ça. milliards en à Europe, droite c'est à mon gauche. problème. Des Ouais. fois, on a les bonnes idées, la bonne recherche, mais est-ce qu'on est capable de les financer pour que ça sorte et qu'on soit capable de les reproduire et de se mettre les moyens? C'est comme dans le quantique. Moi, c'est mon vrai souci actuellement. C'est les talents, des fois, on les a. C'est comment on finance tout ça bien. Fanny, pour le coup, là-dessus, je vais te répondre très simplement en te disant que moi, je pense que la manière dont on finance ces projets-là, c'est avec les 1000 milliards de dettes qui viennent de s'écouler en 8 ans avec aucun projet vraiment stratégique qui en a éclos. En sous-poudre. Je vais être assez cash sur la question, mais quand il y a 1000 milliards de dettes qui ont été creusées en 8 ans, je suis pas sûr que l'argent était le problème, en tout cas à la base. Normalement, Non, mais avec attends, ces 1000 milliards de t'es dettes, capable Valorant, ils ont servi à payer des retraites, des cotisations sociales, des choses comme ça, enfin La santé. des prestations sociales, de la santé, des choses comme ça. Donc, si tu commences à dire aux Français et aux Européens, bon, on va arrêter de vous soigner, de payer vos retraites parce qu'on va fabriquer des puces qui en plus vont faire augmenter votre facture d'électricité, là c'est la révolution, je te le dis. Tu vas pas. On s'endette sur des dépenses au lieu de s'endetter sur des investissements. En gros, ce que je voulais juste dire à Fanny, un peu en petite blague, un peu provoque, c'était plutôt de dire qu'aujourd'hui, en vrai, vu l'importance des sujets, on a l'argent. Si jamais vraiment on comprend, c'est juste qu'on comprend pas. Le problème, c'est qu'on comprend pas. C'est pas qu'on n'a pas l'argent. L'argent, on l'a en fait, de fait. Je veux dire, si on arrive à sortir 1000 milliards, on peut garder 50 de ces 1000 milliards pour des projets industriels de puces technologiques. Il faudrait surtout qu'on prenne le risque de pas saupoudrer un petit peu partout, mais de choisir des vrais poulains et d'aller à fond comme certaines boîtes américaines, comme c'est fait aux États-Unis, où même si c'est pas forcément la bonne techno, on met tellement d'argent qu'elle arrive à racheter les bonnes technos et on arrive à fédérer un écosystème. On n'est pas très bon encore là-dessus, moi je trouve. On parle de 600 milliards, les amis. Les géants de la tech américaine pour fabriquer cette infrastructure intelligence artificielle. Ils ont foutu 600 milliards sur la table. Donc, on n'est pas en train de parler de quelques milliards. On est en train de parler de plusieurs centaines de milliards. Milliards du quantique, tu vois. C'est une usine Intel, milliards en France, voilà. Une usine Intel pour faire du processeur Intel il y a 5 ans, ça coûtait à peu près 5 milliards à construire. D'accord ? Maintenant, je pense qu'il faut pas non plus sous-estimer le time to market, c'est les barrières à l'entrée. Ce que fait Nvidia est extrêmement complexe. Il y a quand même une technologie derrière ce qu'ils font qui est extrêmement complexe, que Intel n'arrive pas à reproduire. Donc c'est pas avec des startups, j'adore les startups, mais qu'on va réussir à refaire ce qu'a fait Nvidia. Il y a aussi quand même un savoir-faire, il y a du jus de cerveau significatif, il y a 17 années d'expertise derrière tout ça. Je pense que c'est pas neutre du tout et que le retard, il est hyper important et que notre capacité à les rattraper, j'ai quelques gros doutes. Voilà. On a notre champion en France qui s'appelle Mistral, mais quand on regarde ce champion-là par rapport aux champions américains, au-delà, est-ce qu'ils sont meilleurs ou pas meilleurs, on s'en fout sur la partie logicielle. La différence notable, c'est que c'est un champion français qui repose sur une infrastructure complètement à 100% américaine. C'est-à-dire que elle a pas ses propres data centers, elle a pas ses puces. Ce champion-là, il est et demain, quand on voit comment se comporte Donald Trump, c'est inquiétant parce que effectivement, c'est pas simplement les Chinois qui envahissent Taïwan. Nous, on est doublement dépendants. On est dépendants des Américains qui eux-mêmes sont dépendants
de Taïwan et de la situation géopolitique avec la Chine. Donc ça peut être un joli château de cartes, cette histoire-là. On revient tout de suite à votre épisode, mais avant cela, je voulais vous parler d'une société qui m'a vraiment impressionné, Matisse. Matisse, c'est le premier club d'investissement agréé par l'AMF qui permet d'investir dans des œuvres d'art contemporain majeures à partir de 20 000 €. Concrètement, vous pouvez co-investir dans des pièces signées Warhol, Basquiat ou Soulages, des artistes ayant profondément marqué l'histoire de l'art, reconnus par les institutions et les grands collectionneurs. Matisse vise un TRI net de 15% avec une durée d'investissement moyenne non garantie de 2 ans, pouvant aller jusqu'à 5 ans. J'ai parlé avec leurs membres et depuis 2023, ils m'ont dit qu'ils avaient ensemble investi dans 65 œuvres et 16 d'entre elles ont déjà été revendues. Si investir dans l'art vous intéresse, rendez-vous sur matisse.club pour en savoir plus. Mais attention, les performances passées ne préjugent pas des performances futures et l'investissement dans des actifs non cotés présente un risque de perte partielle ou totale du capital investi. Allez, retour à ton épisode. Deuxième sujet qui fait écho d'ailleurs au premier, vous allez voir, c'est très intéressant parce que comme l'expliquait Pierre, l'ère de l'intelligence artificielle est peut-être en train de changer. En tout cas, c'est ce que nous explique Ilya Sutskever. Ilya Sutskever, c'est le co-créateur de GPT avec cette boîte OpenAI. Il vient de donner une interview avec Dwarkesh Patel où il explique que l'ère du scaling, justement, c'est ce que tu disais, Pierre, cette ère de scaling, c'est-à-dire de rajouter du compute, elle arrive peut-être à la fin et qu'on revient à une nouvelle ère qui est celle de la recherche. Alors, c'est une bombe de déclarer ce genre de choses-là parce que la traduction, c'est effectivement les milliards dépensés pour entraîner des modèles toujours plus gros, avec toujours plus de compute et toujours plus de données, bah peut-être que on est arrivé au plafond de verre et que ça sert à rien. Certes, les modèles explosent les benchmarks, mais il y a une limite. On le sent bien en ce moment. Il y a un truc qu'on n'arrive pas à dépasser. Il y a des problèmes qui visiblement, il parle d'un truc. Il dit par exemple, il y a des bugs qui sont un peu circulaires, qui se répètent. Et que, visiblement, les modèles LLM classiques traditionnels, malgré tout ce compute, malgré toutes ces datas qu'on leur a données, n'arrivent pas à régler. Valran, est-ce que tu peux nous expliquer juste qui est ce Ilya Sutskever rapidement, pour rappeler aux gens, peut-être en France, qui connaissent pas le bonhomme? C'est pas un commentateur externe un peu comme nous, hein. Non, vraiment pas. C'est vraiment pas moi justement qui vais commenter de manière externe. C'est là, on est sur un énorme crack. On est sur un des cofondateurs d'OpenAI qui était même presque, on va dire, peut-être pas l'égal de Sam Altman parce que c'était un peu lui qui avait le leadership, l'image publique, mais c'était clairement le numéro 2 ou le numéro 1 ex-aequo de OpenAI. C'était le techos, hein, c'était celui qui avait la connaissance technique du truc, quoi. Ouais. Exactement, c'était le mec qui était vraiment au fond dans les lignes de code et dans les modèles. Et ce qui est vachement intéressant et ce que les gens ont peut-être souvenir, c'est qu'en 2023, si je dis pas de bêtises, à l'été 2023, il y a eu une espèce de tentative de coup d'état interne de OpenAI. 2024. Juin 2024. Juin 2024. Ouais. Au moment où, du coup, Sam Altman était en train de se faire sortir d'OpenAI. C'est vrai que ça paraît fou quand on se le dit aujourd'hui, 1 an et demi après. Et qu'en fait, il a été sorti en public, c'est-à-dire publiquement, ce qui avait filtré dans la presse et tout, pour des raisons éthiques. C'est-à-dire qu'en gros, Sutskever et Mira Murati aussi, qui était une autre crack de OpenAI et tout le board, c'était un peu ligué contre Sam Altman, en disant, en gros, tu nous emmènes vers Terminator qui va tous nous anéantir. C'était ce qui avait filtré dans la presse. Il était à l'origine de ce putsch, effectivement, contre Sam Altman au sein d'OpenAI. Exactement. Il se trouve que Sam Altman a gagné le bras de fer parce que c'était justement, du coup, celui qui voulait créer Terminator et à mon avis, c'était ce que les investisseurs voulaient, du coup. Terminator, c'est très bien. I'll be back. Ils sont tous barrés un par un, les membres du board d'OpenAI, et donc ils ont souvent créé ou des startups annexes, ou des LLM internes, ou des labos annexes et tout. Et Sutskever, en fait, dans cette interview, je trouve, avec Patel, elle est vachement intéressante parce que peut-être qu'en fait, ils ont déguisé que c'était des questions d'éthique parce qu'ils voulaient faire un peu les gentils de l'histoire d'un point de vue public, mais qu'en fait, le désaccord n'était pas éthique, mais il était méthodologique. C'est qu'en gros, on dit souvent que dans l'IA et dans les LLM, t'as 2 manières de faire progresser les modèles. T'as par la force et par le changement de paradigme.
Donc la force, j'empile des GPU et de la puissance de calcul, comme on expliquait ça juste avant. Qui est très pratique pour monter des monopoles comme Nvidia et faire plein de cash comme Nvidia est en train de le faire. Exactement. Et puis qu'il y a des gens qui croient vraiment à ça. C'est un peu la méthodologie d'Elon Musk, par exemple. Lui, Elon Musk croit aussi qu'il faut encaisser, juste empiler la puissance de calcul. Et il y a ceux qui pensent qu'il faut juste penser et designer différemment le LLM pour lui offrir des meilleures performances, voire même changer la méthode et de passer d'un LLM à autre chose. C'est par exemple ce que pense un Yann Lequin, qui a justement quitté Meta pour essayer de pondre quelque chose qui n'est pas un LLM, qui serait autre chose, j'ai pas le terme exact. Et c'est en fait ce qu'est en train de dire Susskiverse entre les lignes, c'est que Sam Altman, il voulait empiler du cash pour empiler de la puissance, là où Susskiverse, il voulait penser différemment les modèles. Et Susskiverse, il dit un truc très intéressant qui fait complètement écho à ce que tu es en train de dire, c'est que cette stratégie d'empilement, elle est très compréhensible du côté des investisseurs. C'est-à-dire de dire, OK, bah c'est juste une question de pognon alors. Ben nous, du pognon, ça tombe bien. On en a plein, donc on vous le donne et ça scale. On empile. Et en plus, on crée comme ça une sorte d'économie circulaire. On en avait parlé dans Silicon Carnet où tous les acteurs se tiennent par la barbichette, se font des commandes et des investissements les uns les autres. Donc on monte une sorte de, je sais pas de bulle, mais en tout cas un truc où l'argent circule entre nous et c'est très très pratique. Et lui, il disait quand il est parti effectivement d'OpenAI pour monter sa boîte SSI, sa nouvelle boîte, il est arrivé avec ce nouveau paradigme où il a dit non, il ne s'agit pas d'empiler du compute ou de la capacité de calcul, il s'agit de changer le paradigme. Et il dit dans l'interview un truc très intéressant, il dit le problème c'est que quand tu parles aux investisseurs, bon, il a quand même levé 3 milliards, hein, donc ça a quand même marché, mais quand tu parles aux investisseurs, il dit ça n'a pas été facile à vendre. Parce que là, tout d'un coup, tu dis au mec, non mais attendez, nous, on va pas scaler, on va faire de la recherche. Et donc, vous allez financer de la recherche. Il dit qu'il y a eu 3 âges dans l'intelligence artificielle, et on peut le croire parce qu'il les a vécus de l'intérieur. Ouais, 2012, il connaît comme son sujet, hein, le mec. Voilà, ça a commencé en 2012. De 2012 à 2020, bah, c'est du bricolage. Peut-être que ça fait écho d'ailleurs à des trucs dans le quantum que toi tu vois aussi, Fanny. Il y a eu cette phase de bricolage. Il y a eu des percées, mais elles étaient pas du tout publiques. On les a pas vues. C'est le projet AlexNet notamment. Et il dit dans l'interview, AlexNet, il était entraîné sur 2 GPU. Et on est arrivé à faire des trucs absolument incroyables avec 2 GPU. Puis, il y a eu la phase 2020-2025 qui est justement l'ère du scaling, ce dont tu parles, Valorant, c'est-à-dire ces scaling laws. Brute force, quoi, en gros, ouais. Voilà, du plus de compute, mais pas simplement du compute, mais aussi plus de données. C'est-à-dire qu'en gros... Plus de données, plus d'énergie, plus de tout, quoi, en gros. C'est par la force qu'on réussit à améliorer les modèles. Ouais, exactement. Et ça, c'était une recette super simple, avec un risque finalement pour les investisseurs plutôt faible. Alors oui, il y a besoin de beaucoup d'argent, mais le risque, il est faible. C'est-à-dire que si on a l'argent et qu'on empile du compute et de la data, on obtient des meilleurs résultats. Et on a vu la différence entre GPT-3 et aujourd'hui GPT-5. Effectivement, on a vu cette amélioration. Lui, ce qu'il dit, c'est qu'aujourd'hui, on rentre dans une nouvelle ère où, bah non, ça marche plus, ça. Et on le voit bien, GPT-5 a été très décevant. On s'attendait à quelque chose de beaucoup plus innovant que ça, et qu'il faut repartir dans une ère de recherche. Donc, et que sinon, on va pas y arriver, quoi. Mais ça fait un moment que c'est dit que ça n'arriverait pas et que ça plafonnerait. T'avais déjà tout ce côté de mythomanie, toutes les hallucinations que ça fait qui posent problème. T'as le fait qu'on réentraîne des données et que plus ça va, plus tous ces LLM, ils se réentraînent sur des choses qu'ils ont eux-mêmes créées et que ils sont plus bien nourris et ça pose problème. Tu peux mettre autant de processeurs et de puissance que tu veux, de compute que tu veux. À un moment, si tu nourris plus bien ta machine, elle finit par avoir des carences et elle tourne en rond. Et on arrive aussi à ça. Et on a même vu des régressions. C'est limite, on arrive un peu, tu vois, au cousinage et qui fait que ça évolue plus. Mais je pense que les gars qui codaient les LLM et qui ont bossé dès les années 96, ils connaissaient déjà le truc. Et là, on a vu ce truc exploser avec ChatGPT. Il y a de l'argent qui est arrivé, on a vendu, on a poussé le truc. Il faut qu'on aille encore un peu plus loin, et il y a encore moyen d'aller un peu plus loin. Mais
En effet, t'as déjà des boîtes, t'as déjà un Bruno Maisonnier en France, alors qui est parti sur, je sais plus comment c'est son truc, Brain, sa boîte, mais il repense déjà depuis 4-5 ans le sujet de l'IA. Je suis pas persuadée que son projet soit le plus smart, mais en tout cas, il est hyper intéressant. Et il y a déjà d'autres gars qui sont partis sur coder, et se remettre les neurones en marche pour trouver d'autres façons de faire marcher l'intelligence artificielle. L'AGI, j'ai jamais entendu un spécialiste dire vraiment que c'était faisable avec plus de puissance. Le fameux Skynet, parce que alors attention, je suis un peu puriste, vous parlez de Terminator, mais l'AGI dans Terminator, c'est Skynet, et Terminator, c'est juste le robot tueur. Avec Fanny, faut pas déconner sur ces trucs-là. Non, il y a des sujets sur les films. Il y a des sujets sur lesquels on peut pas déconner. Ça me... Rapidement, parce que c'est compliqué de comprendre, c'est un peu abstrait ce qu'on dit. Ce que dit cet homme-là, il dit en fait, on atteint un mur de la donnée, c'est-à-dire qu'on a pris toute la donnée humaine possible, on l'a mis dans des LLM et on essaie de tirer de l'intelligence de ça. Et la donnée humaine, elle a aussi une vraie forme de médiocrité. Ce qui fait que dans cette médiocrité, on a du mal à faire le tri et qu'on n'a pas les meilleurs résultats. Et l'exemple qu'on pourrait donner, c'est l'AlphaGo, qui a battu le meilleur joueur de Go au monde et qui lui en fait a commencé à s'entraîner sur des parties qui ont été jouées par des humains, mais qui très rapidement ne l'a plus fait et a joué contre lui-même. Et il a appris en jouant contre lui-même, et ce raisonnement qu'il a mené l'a amené à sortir des stratégies qui n'étaient pas humaines, ce qui fait qu'en bout de compte, il a gagné les humains parce qu'il avait des idées qui étaient totalement révolutionnaires. Donc c'est ça un peu qu'il essaye de dire, c'est qu'on a un mur de la donnée, c'est pas en collectant plus de données qu'on va y arriver, c'est en raisonnant différemment avec ce qu'on a. Et ça, c'est assez intéressant comme méthode. Et pour faire écho à ce que tu dis, parce que l'exemple d'AlphaGo, il est très pertinent, c'est-à-dire que AlphaGo s'est entraîné sur tout un tas de parties d'alpha, de jeux de Go qui ont été documentés. Au bout d'un moment, il y en avait plus. Il avait fait le tour, quoi, en fait, de toutes ces parties-là. C'est pour ça qu'il s'est mis à s'entraîner en jouant contre lui-même. Mais il y a une société qui s'appelle Epoch AI, qui, d'ailleurs, sur cette notion de data, prédit que les données textuelles de qualité, produites par les humains, sont épuisées entre 2026 et 2032. Donc, ce modèle qui consiste à dire on entraîne sur quoi? Réponse sur tout, sauf que le tout, on y arrive là, quoi. C'est-à-dire que il y en a presque plus de tout, quoi. C'est-à-dire qu'on a effectivement fait le tour du tout. Et il donne un exemple très intéressant. Il dit, il utilise l'analogie de deux étudiants en programmation, des codeurs. Il dit, le premier, il décide de devenir le meilleur, il s'entraîne pendant 10 000 heures et il mémorise tous les algorithmes et il devient champion. Le deuxième, il s'entraîne que pendant 100 heures, il est pas mauvais aussi, mais lui, il va réussir parce que le deuxième, en fait, apprend à apprendre. Alors que le premier n'apprend jamais à apprendre. Il ne fait que ingurgiter de la data et de restituer de la data. Et lui, il propose que maintenant qu'on a ce compute à disposition et cette technologie de puce absolument incroyable, il est temps de passer à un paradigme où on ait des modèles qui ne soient pas simplement des perroquets qui nous restituent de la data, certes, et c'est génial parce qu'on a la librairie infinie. Borges serait, c'est la bibliothèque de Babel. Là, c'est formidable, l'accès au savoir, mais c'est pas ça dont on a besoin. Et ça rejoint un petit peu le projet d'Yann Lequin qui dit un enfant, il est capable d'apprendre. C'est ça qui est surtout ça. Or, aujourd'hui, les LLM sont capables de restituer des choses qui ont déjà été apprises, mais ne sont pas encore en capacité véritablement d'apprendre par eux-mêmes. Et c'est ce nouveau paradigme qu'il faut arriver à créer. C'est passionnant. Je vous invite vraiment à aller voir l'interview. Elle est géniale. Et souvent, tu restes dans une spécialisation. Une des forces du cerveau humain, c'est d'être capable de passer d'un sujet à un autre et de faire interagir ces sujets. Et ça, on sait pas encore bien le faire avec l'IA. C'est pas programmé pour. Et le dernier point, alors je te laisse la parole après, t'as aussi cette capacité d'infrastructure, c'est le CAPEX. Donc, c'est j'achète tous ces GPU, je fais des méga data centers, mais au bout de 6 mois, 1 an, ils seront obsolètes. Il faut réinvestir. Et à quel moment tu amortis tout ça aussi et plus la conso, quoi. On est quand même sur des projets qui pour moi me paraissent assez délirants, et Dieu sait que je suis fan de tech et que j'aimerais bien une AGI ou discuter avec un de nos petits robots. J'ai 100 robots chez moi, mais
putain, on n'y est pas. Et je pense que, ouais, on est parti dans une folie des grandeurs. On verra ce que ça donne, mais bon. Toutes nos discussions là, en fait, elles se résument à quelle est la meilleure méthode pour construire un LLM. Et moi, j'ai beaucoup aimé Yann Lequin dans les communications après son départ de Meta, en disant, c'est pas la bonne question. La bonne question, c'est quelle est la bonne IA? Pas quel est le bon LLM. D'ailleurs, aujourd'hui, quand on dit IA, tout le monde veut dire LLM quand on dit IA aujourd'hui. Alors que l'IA, c'est pas nécessairement des LLM. Déjà, ça existait avant, mais ça peut exister très différemment. Et Yann Lequin, par exemple, sa thèse, en reprenant ce que tu disais, Carlos, tout à l'heure, et t'avais complètement raison, c'est la question des enfants. Et en disant, les enfants, ils apprennent beaucoup avec le visuel. Et notamment, en gros, la thèse de Yann Lequin, c'est de se dire, est-ce que tu es capable de créer de l'intelligence, pas de la restitution, mais de l'intelligence artificielle, par le fait de réussir à visualiser des choses. Et du coup, de tirer des conclusions de choses visuelles. Et c'est notamment des choses qui intéressent énormément les entreprises, sur tout ce qui va toucher à la robotique, par exemple. Où là, pour le coup, le LLM ne suffit pas. Il faut être capable de scanner l'environnement, de comprendre l'environnement. Et on a un ami en commun avec Pierre, que son fils travaille exactement sur ce truc-là. Je parle de Éric Gervais. Hein. Et ils sont en train de travailler à un modèle physique, c'est-à-dire par exemple, il y a un corps qui tombe, ok ? Comment est-ce que le robot comprend que c'est un carton ou un humain ? Parce que bien évidemment que tu ne manipules pas de la même façon un carton que un humain. C'est deux choses complètement différentes. Et tu vas pas utiliser la même force, tu vas pas utiliser le même processus pour soulever un carton que pour soulever ton enfant. Donc ça, par exemple, on a besoin de modèles qui soient multimodaux, comme tu dis, qui interprètent le visuel, la force, la physique, tout un tas de choses comme ça. Et aujourd'hui, les LLM sont pas du tout ça. C'est juste de la statistique sur du langage. Ça n'a strictement, ça répond pas à ce truc-là. Non, mais un truc le plus difficile qui m'a toujours fait marrer, sur lesquels on bossait beaucoup sur les sujets de robotique chez Aldébaran ou chez d'autres, toutes les unis, c'est comment tu remplis un verre transparent. Tu fais la différence entre c'est du verre, du plastique. Tu mets un liquide transparent dedans, t'arrêtes que l'eau coule avant que ça déborde, et en plus, faut que ce soit à la bonne température. Et ben ça, tu l'apprends en quelques secondes quand t'es petit, quoi. Tu t'adaptes super vite. Le faire à un robot juste en visuel ou avec les capteurs, quand on a tellement de capteurs, on est tellement quand même c'est incroyable, le corps humain. T'as le cerveau, mais t'as les capteurs, le toucher, la température, l'odeur, t'as tout ça avant d'arriver à le mettre dans des GPU. Vas-y, quoi. Il y a encore, je parle pas de la batterie pour tenir toute une journée en mangeant juste un bout de pain et un verre d'eau, quoi. Donc, non, mais c'est génial. Il y a encore plein de progrès à faire, mais Moi, le truc qui m'intéresse, c'est les conséquences pour OpenAI. Parce que on a vu que ChatGPT-5 atteignait un certain plateau. Il n'y avait pas le côté exponentiel quantique qu'on avait espéré avoir entre le 4 et le 5. On voit bien que le discours de l'AGI est en train de disparaître. Et donc, si il a raison et que en fait les LLM ne sont pas la bonne structure pour arriver à l'AGI, la bonne question qu'on pourrait se poser, c'est quid d'OpenAI ? Je pense qu'il y a quand même des choses à faire avec ça. On a gagné du temps, on a appris à accéder au savoir différemment et avoir mais c'est Google qui va gagner, tu vois. C'est Gemini qui va gagner, c'est pas. Oui, parce qu'ils auront plus de données, ils auront plus de données à scaler et ils connaissent auront la mieux distribution le client aussi. Donc tu vois, c'est ça la question. Sur le paradigme actuel, certainement, déjà sur le paradigme actuel, c'est déjà Google qui est mieux équipé à la fois en compute et en data pour gagner. Mais est-ce que Google va être capable ? Moi, je pense que les cartes sont redistribuées, comme dit Fanny. Et si effectivement on est à la fin d'une ère et qu'il faut créer de nouveaux modèles, moi, je regarderai très sérieusement le projet de Yann qui arrive, ou d'autres. Et du coup, il y a peut-être un reshuffle, des nouvelles cartes qui vont être distribuées. Mistral vient de lancer des nouveaux modèles là cette semaine, multimodaux. Est-ce qu'ils réfléchissent ? Est-ce que il y a peut-être une carte à jouer là aussi pour Mistral ? Peut-être qu'ils sont sur un nouveau paradigme, mais ils ont peut-être un truc à jouer. Parce que il faut aller recruter Yann Lequin. Peut-être. Mais si on disrupte les LLM, vous vous rendez compte la conséquence que ça a sur l'économie de l'AI qu'on a créée aujourd'hui. Ah non, mais c'est sûr. Non, mais tu auras toujours besoin quand même du compute et de cette forte capacité de compute. Mais il y a Sutskever, il dit quelque chose d'intéressant sur ce sujet-là.
et que tu vas adorer, Pierre. On dit souvent dans la Silicon Valley que seule l'exécution compte. Et tu nous as dit il y a pas longtemps, Pierre, que c'était de moins en moins vrai parce que justement ce compute nous apportait des capacités d'exécution très importantes et que maintenant c'est l'idée qui redevient intéressante et redevient importante. Et lui, ce qu'il dit, c'est que on a des capacités d'exécution absolument géniales, mais tout le monde exécute la même idée. Donc, on est tous en train d'exécuter la même connerie et que lui, il dit, non, il faut changer d'idée et profiter de cette capacité d'exécution. Mais il dit un autre truc, les enjeux financiers et économiques sont tels qu'aujourd'hui, les chercheurs ne peuvent plus communiquer entre eux. Or, on sait, Pierre, toi, tu as vécu 17 ans dans la Silicon Valley et moi, j'y suis encore, que c'est ça ce qui fait le talent de la Silicon Valley. C'est que les chercheurs de telle et telle boîte, ils se voient l'après-midi, il y a des clubs, ils discutent, ils partagent leurs résultats de recherche et tout ça. Et lui, ce qu'il nous explique, c'est que ça, compte tenu des enjeux aujourd'hui qui existent et les enjeux économiques, c'est plus possible. Ça n'a plus lieu dans la Silicon Valley compte tenu de ces enjeux économiques. Pas que dans la Silicon Valley, parce que là, tu vois, même internationalement, on revoit. Alors, c'est très dur pour les chercheurs qui ont pris l'habitude, qui adorent échanger et qui veulent pas entendre trop parler, en effet, de tout ce qui est sécurité, politique, dualité. Mais là, sur le quantique, mais dans l'IA, on le voit aussi, quand tu arrives à certaines frontières, les ordinateurs sont pris, sont analysés. Il y a des montées d'alerte et il y a des nouvelles. On a un retour à des pratiques qui n'existaient plus pendant longtemps et on redit aux gens non, vous voyagez plus, vous allez plus dans tel pays, vous prenez un ordinateur blanc avec juste votre PowerPoint et ça c'est des vrais sujets. On redemande aux gens de garder leur savoir et de faire très attention à ce qui se dit, ce qui se fait et il y a des raisons aussi pour ça, hélas, mais voilà. Mais tous les cracks de l'AI aujourd'hui sont embauchés par les GAFAM, quasiment à 90%. Des cracks de l'AI indépendants aujourd'hui, des gens qui sont indépendants de ces gens-là, il y en a très peu. Je parle de cracks. Il y en a quelques-uns en France d'ailleurs. Mais peut-être, mais il y en a très peu. Hier, je déjeunais avec un gamin, je vais pas donner son nom parce qu'en plus il est auditeur de Silicon Carnet. Il a un doctorat en intelligence artificielle. Il va se reconnaître, il a fait son stage chez Meta. Meta l'a recruté à la fin de son stage. Chez Meta. Il y a passé 3 ans, puis Google DeepMind est venu le chercher, débauché par Google DeepMind. Et il a passé 4 ans de mieux et il a travaillé justement sur ces sujets. Et il me disait, et là aujourd'hui, il a quitté DeepMind pour lancer sa propre start-up. Et je lui disais, mais tu te faisais chier, tout ça. Il me dit oui, parce que moi j'ai toujours voulu être entrepreneur et tout ça. Il m'a dit ça n'a pas été facile parce que tu sais combien on est payé dans ces boîtes-là. Et là j'ai joué au con et j'ai dit non, je sais pas, moi j'ai jamais bossé dans ces boîtes-là. Donc t'es payé combien chez Google DeepMind? Le gamin il a je sais pas moi à peine 30 ans. Hein. Il m'a dit t'es payé 1 million par an. C'est ça tu vois. Il me dit j'étais pas le développeur top hein, tu vois, j'étais un développeur. Mais entre mon salaire de base et les stock options bien sûr, de Google, qui en plus sont liquides immédiatement, il me disait, tu prends des stock options ce mois-ci, tu peux les revendre le mois d'après, il y a absolument aucun problème. Il m'a dit, oui, c'est un package de 1 million par an, quoi, à peu près. Mais non, donc là, j'ai bossé 3 ans là-bas, j'ai fait mon petit trésor de guerre. Donc maintenant, j'ai de quoi pouvoir lancer ma startup. J'ai même pas besoin de faire un pré-seed parce que j'ai 1 ou 2 millions et que je vais investir sur mon propre projet. C'est ça ce qui se passe. Rappelle-toi que il va bosser en France parlait de 100 millions. Hein. Aux US. Il ne réfléchit même pas à venir bosser en France. Ça lui traverse même pas l'idée. Hein. Pendant que Google et Nvidia se battent pour les puces et que Ilya Sutskever cherche l'algorithme miracle, il y a une 3e guerre qui fait rage, c'est celle du pouvoir politique. Les géants de la tech ont réuni plus de 150 millions de dollars, on vient de l'apprendre, pour empêcher toute régulation d'intelligence artificielle avant les élections de mi-mandat qui auront lieu en 2026, en novembre 2026. Et pour ça, ils ont une arme absolue, on appelle ça des super PAC. Ils viennent de créer un super PAC qui s'appelle Leading the Future, qui est financé par Andreessen Horowitz, Greg Brockman d'ailleurs de chez OpenAI, avec sa femme, et puis aussi Meta. Et alors, ils ont une cible, c'est toutes les lois. On a vu fleurir là, notamment en Californie, tout un tas de lois étatiques
pour essayer de limiter l'intelligence artificielle et les débords de l'intelligence artificielle, notamment tout ce qui est deepfake et tout un tas de trucs comme ça. Eh bien, et ils ont aussi un allié de poids, c'est Trump, qui vient de ressusciter un projet de loi qu'avait proposé Ted Cruz cet été et qui s'était fait complètement ratatiner au Sénat, et qui vise à punir financièrement les États qui osent réguler l'intelligence artificielle. Comment est-ce qu'il va les punir ? Il va les punir en leur coupant les financements fédéraux, rien que ça. Donc là, on est dans un conflit total où on le voit bien, un conflit entre démocratie et oligarchie tech. Et j'avais envie d'en parler. J'aime bien avoir un pendant politique dans Silicon Carnet parce que des fois, des gens me disent non, mais tu parles trop de politique, etc. Je dis mais si vous voulez comprendre la tech, si vous n'avez pas la partie politique, vous avez la moitié de l'histoire. Et je trouve très intéressant d'introduire. Je le mets en dernier parce que si vous voulez le zapper, que ça vous intéresse pas, bah au moins je vous emmerde pas avec. Mais ceux qui vraiment s'intéressent à la tech, je pense que ces histoires-là, elles sont super intéressantes. Et je sais, toi, Valorant, c'est un truc qui te passionne. Bah, ça me passionne, mais vraiment, pour le coup, t'as raison de faire ce préambule sur le fait que c'est absolument indispensable pour comprendre ce qui va se passer, parce qu'on a toujours cette image, et encore plus quand on est de France, que, en gros, les États-Unis, c'est le marché et c'est la concurrence qui forge tout. Et c'est pas très vrai. Les géants américains sont toujours soutenus et en même temps régulés, parce que ça arrive aussi beaucoup, par le gouvernement américain. Le gouvernement américain est omniprésent auprès de ces géants pour leur taper dessus ou au contraire les aider. Ça a toujours été le cas et c'est vraiment mal connaître les États-Unis que de croire qu'en gros les États-Unis on fait ce qu'on veut quand on veut et on s'en fout de tout. Que ça soit sur les données privées comme Cambridge Analytica avec Facebook quand il avait vraiment une tête de robot Mark Zuckerberg pendant le truc, donc ça c'est quand ils se font taper dessus par exemple, tu vois. Ou de l'autre côté, quand on a eu en 1907, par exemple, les banquiers privés qui ont bail-out la banque centrale, exactement, les barons voleurs qui ont bail-out la banque centrale, la banque fédérale américaine. Donc l'économie et les géants économiques et le gouvernement américain, ils ont toujours joué ensemble, parfois dans la même équipe, parfois dans les adversaires opposés, mais c'est un jeu vraiment commun. Et là, en fait, ce qui est intéressant dans ce qui se passe, c'est que on commence à voir tout doucement des vraies oppositions, on va dire, à l'oligarchie que Trump essaye d'imposer, avec énormément d'États, parce que les gouverneurs aux États-Unis ont énormément de pouvoir sur leurs États, qui veulent réguler l'intelligence artificielle et notamment la réguler l'intelligence artificielle et les réseaux sociaux même, et notamment la réguler ces deux trucs-là pour les jeunes. Et c'est notamment la question des jeunes, en fait, qui est au cœur de la question. C'est-à-dire comment, en fait, on fait en sorte de réguler les réseaux sociaux pour les mineurs, par exemple. Éviter et comment les on fait en sorte suicides, des choses comme ça, comme on a vu en Californie. Exactement, on en avait parlé dans un épisode super intéressant. Tout ça. Ouais. Et aussi, et ça c'est important aussi de le rappeler sur les LLM, la question de la triche, en fait, purement et simplement. Parce que les Américains, moi, quand je demande un peu aux gens autour de moi, ils pensent que les Américains, en fait, quand on a 11 ans, on révise son contrôle d'histoire avec ChatGPT, mais c'est pas vrai du tout, en fait. Les Américains, ils sont aussi contre, en fait, ce genre de pratique-là. Et ce qui est tout à fait audible. Et pour le coup, là-dessus, il y a, en fait, une espèce de grand paradoxe dans la team un peu Trump MAGA, où t'as une espèce de logique, conservateur, très familial et tout dans leurs valeurs, qui pourtant va complètement à l'encontre des régulations ou des décisions qu'ils prennent réellement sur le terrain. Et donc en fait ça crée des dissensions, y compris au sein de la base de Trump, qui parfois n'arrivent pas toujours à lire en fait quelle est la vraie philosophie politique derrière, quoi. Mais d'ailleurs, toutes ces lectures, ces conférences qu'ont donné notamment Peter Thiel à San Francisco, auquel on a pu assister d'ailleurs avec Arnaud et Greg, on en avait parlé dans Silicon Carnet, elle vise exactement ça. C'est-à-dire que moi, je m'étonnais de pourquoi est-ce que Peter Thiel était rentré dans une sorte de délire mystique et nous parlait de l'antichrist et de savoir qui était l'antichrist et la place du Christ dans la technologie. C'est quand même assez un peu étrange. Bon, certes, le mec est catho et il est passionné visiblement par le sujet, Armageddon et tout le reste, mais enfin bon, je me suis quand même dit c'est quand même bizarre de voir un Peter Thiel faire une conférence d'ailleurs plutôt confidentielle, puisqu'on était 200 dans la salle, c'est pas non plus une conférence avec des milliers de personnes. Et quand on réfléchit, c'est que dans les supports, notamment du côté
républicains, il y a un groupe qui est très très important, c'est justement les évangélistes. C'est-à-dire il y a plusieurs groupes autour de Trump. Tu as les MAGA, qui sont plutôt prolos, quoi, les travailleurs, les cols bleus, etc., etc. Bon, de toute façon, des baisers comptez-vous à la fin, c'est toujours eux. Tu as les white supremacistes, où il y a une sorte d'overlap aussi avec ces MAGA-là, les Steve Bannon-like, etc., etc. Tu as maintenant la tech, alors l'association improbable, qui est venue s'aligner pour des intérêts économiques évidents, et notamment en termes de régulation. Mais tu as aussi les évangélistes, les chrétiens évangélistes. Je rajouterais quand même, t'as aussi tous les grands propriétaires, que ça soit terriens, de ressources, ils sont souvent très chrétiens, évangélistes, machin et tout ça. Donc mais tout ça se mélange bien évidemment. Mais c'est pour donner les cas de famille. Quand Peter Thiel lance ce cycle de conférences, il sait la tech, Steve Bannon les déteste. Les white suprémacistes détestent complètement la Silicon Valley. Il n'y aura jamais d'alliance avec ces gens-là. Les cols bleus MAGA comprennent rien à la technologie. Et eux, ils voient leur facture d'électricité monter. Donc, voilà. Donc, le seul camp qui pourrait aider la tech, c'est du côté des évangélistes et des chrétiens et des choses comme ça. Et c'est pour ça qu'il fait ces conférences-là. Parce que il va y avoir des élections à mi-mandat, qu'il va y avoir des prochaines élections présidentielles où le candidat à faire passer, c'est J.D. Vance. D'ailleurs, vous le remarquez, J.D. Vance, quand même, figure presque christique, converti. Notamment avec la femme de Charlie Kirk, où t'as exactement, et tout ça. Des suspicions bizarres autour de leur relation. Donc, il cherche, en fait, ces appuis-là. Il va en avoir besoin. Il va en avoir besoin, pas simplement sur un plan électoral, mais aussi sur un plan financier. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer là. Et le montage que l'on voit aujourd'hui dans la Silicon Valley, il est redoutable. C'est super PAC. Nous, on n'a pas ça en France, heureusement d'ailleurs. C'est la capacité de réunir un tas de pognon colossal pour pouvoir influer sur les élections locales. On se rappelle, il y avait eu à l'époque des cryptos, un super PAC qui s'était créé, qui s'appelait Fairshake, et qui était là pour promouvoir les lois crypto. Et il y avait un sénateur de l'Ohio qui était hostile aux crypto-monnaies. Ils ont financé une campagne de plusieurs millions de dollars pour faire en sorte qu'il ne soit pas réélu dans l'Ohio. Et ça a fonctionné. Et donc, ils agitent des spectres comme ça en disant « Attendez, vous sénateurs, si vous ne supportez pas nos recommandations en termes d'intelligence artificielle, on va créer des campagnes localement pour faire en sorte que vous ne soyez pas réélus. » C'est ce qui se passe. Et Leading the Future a déjà identifié ses cibles. Alex Bohr dans l'État de New York et tout un tas d'autres comme ça cibles en leur disant « T'as intérêt de voter pour nous dans notre sens parce que sinon, on va faire en sorte que tu ne sois pas réélu. » Pour moi, la grande différence, c'est qu'avant, on avait du lobbying aux États-Unis. Le lobbying, c'était un système organisé où il y avait des avocats de ces grandes entreprises qui allaient voir les gens qui légifèrent en disant voilà ce qu'on aimerait qu'il se passe. C'est notre intérêt, évidemment, ça s'appelait du lobbying et c'était connu et les boîtes payaient pour ça et essayaient d'influencer les lois, ce qui, on peut dire, est un système qui peut être considéré comme démocratique. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est plus la même chose. C'est de la menace. C'est-à-dire que, au lieu d'aller influencer des gens, on leur dit, si t'es pas d'accord avec moi, de toute façon, je vais tout faire pour que tu le payes d'une manière ou d'une autre. Et ça, c'est quand même sacrément inquiétant. C'est quand même sacrément inquiétant, c'est-à-dire qu'on n'a plus de démocratie. Aujourd'hui, on a un travesti de démocratie, parce que tout est manipulé et tout est manipulable. Et aujourd'hui, plus on a d'argent, plus on peut manipuler la démocratie, et plus les lois vont en sa faveur. Pourquoi est-ce qu'ils continuent à faire ça? Parce que les régulations qui peuvent exister font gagner à ces gens-là des milliards, ou perdre des milliards. Et donc, ils ont intérêt à faire ce qu'il faut pour ne pas en perdre. Et aussi, ils peuvent faire passer des lois qui vont être des bloqueurs énormes pour la concurrence, avec par exemple des choses qui seraient trop chères pour être conformes à je ne sais quelle loi qu'ils pourraient imaginer, ce qui fait que la concurrence serait détruite et eux passeraient. Donc c'est à la fois on manipule les politiciens, on manipule les lois, on étrangle la concurrence et on gagne encore plus de pognon. C'est hyper inquiétant.
Deux points là-dessus, parce que vraiment, je pense que c'est central de comprendre les PAC si on veut comprendre la politique américaine. Les PAC, ils peuvent être évidemment républicains ou démocrates, mais théoriquement, les PAC, ils sont ni l'un ni l'autre. Ils défendent une cause. Typiquement, la cause des flingues, la NRA, donc la National Rifles Association, c'est le lobby des flingues. Le lobby des flingues, c'est un des PAC les plus historiquement les plus financés des États-Unis. Évidemment plutôt républicain, mais y compris auprès des démocrates, pour réussir à toujours maintenir des régulations extrêmement légères sur la vente d'armes aux États-Unis. Mais t'en as un, par exemple, pour Israël, l'AIPAC. Tu vas en avoir un pour les questions d'éducation à la sexualité ou LGBT, par exemple. Et donc, en fait, c'est plutôt des PAC thématiques qui vont parfois viser un camp, mais qui en fait cherchent surtout à gagner des voix pour passer une loi, passer une régulation, ou même à l'inverse, ne pas en faire passer une. Et deuxième chose, pour prendre l'exemple de Pierre en disant tu fais passer une régulation pour faire gagner un concurrent, pas gagner un concurrent, les gens ils se rendent pas forcément compte de ce que ça veut dire dans la vie de tous les jours. Donc je vais en prendre un très très concret. Si jamais une entreprise qui, par exemple, transporte du gaz, mettons par bateau, si cette entreprise-là, pour que le bateau soit safe, il faut que le gaz soit safe à 95%. On va estimer que c'est un taux très haut et du coup, seulement une très grosse boîte va pouvoir réussir à atteindre ce taux. Ce qui fait qu'aucune start-up ou jeune entreprise va pouvoir se lancer parce qu'elle ne serait qu'à 88 ou 89%, ce qui, par rapport à 90, c'est pas démentiel, mais ouais, c'est comme ça. Mais c'est comme ça qu'a fait sa fortune Air Liquide, hein. Ah oui, exactement. C'est un Ton peu exemple, eux que j'avais, il est parfait, hein. C'est un peu eux que j'avais en tête quand j'ai dit ça, Carlos. Oui. Mais c'est ça en gros l'idée. Oui, et c'est pour ça que quand on parle de régulation, je comprends, il y a la protection effectivement des citoyens, mais parfois c'est utilisé contre la concurrence et pas seulement pour les citoyens. Exactement. Alors, je voudrais terminer ce sujet avec quand même un message d'espoir, parce que tu en parlais tout à l'heure au début quand on a commencé ce segment, tu parlais des barons voleurs, et aujourd'hui on a l'impression quand même d'être face à des barons voleurs de zéro, quoi. Et ce film, on l'a déjà vu aux États-Unis, et il s'est pas bien terminé justement pour les barons voleurs. Un petit peu d'histoire, entre 1870 et 1900, il y a eu un âge d'or de l'Amérique, hein, et aujourd'hui on voit cet âge d'or peut-être, en tout cas c'est ce dont nous parle Trump, ce qui nous promet, hein, c'est ça, cette renaissance, c'est le terme qu'il avait utilisé dans son American Patriot AI Act de cet été. Il y a eu ce même truc-là. On avait Rockefeller qui contrôlait 90% du pétrole avec Standard Oil. On avait Andrew Carnegie qui dominait l'acier et JP Morgan qui dominait la finance. Je rappelle qu'il n'y avait pas de banque centrale aux États-Unis et que c'était quand même... JP Morgan, ouais, c'était JP Morgan qui faisait le rôle de la banque centrale américaine. Donc, ils contrôlaient l'économie, mais ils achetaient des sénateurs, ils faisaient les lois, bref... Et c'était un braquage complet. Ils bloquaient toute tentative de régulation, ou alors ils faisaient en sorte effectivement que la régulation aille dans leur sens. Et donc le gouvernement fédéral, c'était juste une façade. Et en fait, c'était derrière ces gens-là qui faisaient la pluie et le beau temps. Sauf que il y a eu en 1906 ce qu'on appelait la Progressive Era. C'est Teddy Roosevelt qui va casser justement tout ça. Et il va mettre en place notamment l'antitrust qu'on connaît et qui va être voté. Et ça va donner naissance notamment à la FTC. On en parle souvent dans Silicon Carnet, cette Federal Trade Commission qui, c'est elle qui décide si par exemple Google a le droit de racheter telle boîte, etc., etc. Et il y a eu ça s'est passé. Il y avait cette concentration de pouvoir, mais qu'on a pu démonter, notamment grâce à ce président. Donc peut-être qu'on est dans un scénario, on arrive à ce scénario-là, quoi. C'est-à-dire que peut-être que là, on va avoir un scénario un peu à la Teddy Roosevelt qui va émerger. Non, je sais pas ce que moi je reste quand même. Je suis toujours épaté par les Américains et leur capacité à prendre conscience de quelque chose et faire des virages à 180 degrés. C'est exactement ce que j'allais te dire. Moi, même si jamais Mamdani est un épiphénomène, que Mamdani a été élu par des gens qui ne représentent pas tous les Américains, enfin bref, tout ça. Oui. Mais c'est quand même dingue que l'élection du maire de New York, la plus plébiscitaire, de l'outsider qui passe de 0 à 5 millions d'abonnés en un an,
se fasse au moment où Trump semblait hégémonique. Moi, je trouve qu'il y a quand même vraiment toujours aux États-Unis ce truc fascinant d'effet de balancier où à chaque fois que quelqu'un a l'air d'eux, il y a toujours quelqu'un d'autre qui est là, en fait, tu vois. C'est comme au fou, catch. ce pays, d'ailleurs, là-dessus. Ouais, c'est comme au catch, tu vois, exactement. 1, 2, et non, en fait. Est-ce que c'est orchestré ou pas, d'ailleurs? Parce que, Ouais. Peut-être que tout ça est une simulation. Pierre? Mais il y a une grosse différence quand même entre Roosevelt, qui est probablement un des plus grands présidents américains qui a jamais existé, qui effectivement a créé le socle démocratique américain, en tout cas le côté social qu'on a aujourd'hui aux États-Unis, pour le peu qu'il y ait. Mais je pense que la grande différence qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a une capacité de manipulation des masses qui est considérable. Et ce qui m'inquiète, moi, c'est qu'en fait, on ne sait plus où est la vérité. Donc les gens ne savent pas juger parce qu'on n'a pas de repères, et qu'on est capable de manipuler les gens de manière massive. Et que donc la démocratie par le peuple, elle est plus réellement juste puisqu'elle est manipulée. Donc la vraie inquiétude pour moi, elle est là. C'est que je sais pas comment ça peut se régler, mais plus t'as d'argent, plus tu peux manipuler. Et aujourd'hui, c'est ceux qui ont l'argent de manière extraordinaire, parce que les GAFAM, ils ont de l'argent de manière extraordinaire. Ils ont des centaines de milliards de dollars en banque. Ils font ce qu'ils veulent. Ouais. Et en plus, ce que tu dis, c'est que ils n'ont pas simplement les chipsets, les infrastructures et tout ça. Ils ont aussi les plateformes médiatiques. C'est eux qui maîtrisent les social media. Et donc, effectivement, ils peuvent influencer les peuples. C'est ça. C'est Elon Musk qui a fait élire Trump, hein. N'oublions pas. Avec des millions et des millions et des millions. Et avec la tech, bien évidemment. J'ai essayé d'être positif, Pierre, pour terminer cette émission. Peut-être qu'il y aura un Teddy Roosevelt qui va émerger aussi. C'est quelque chose de probable. Alors, Gavin Newsom ressemble pour l'instant quand même pas vraiment à Teddy Roosevelt, mais non. Mais voilà, c'est des choses qui peuvent arriver. Moi, en fait, là où je suis d'accord avec Pierre sur le constat, mais le seul désaccord que j'ai avec lui, c'est l'idée, en gros, que les gens vont tomber dans le panneau de manière totalement systémique, parce que je crois quand même que les gens qui sont au pouvoir sont toujours décevants pour les peuples, et que c'est ce qui, dans les démocraties, fait la bascule dans la dictature quelque chose de très difficile aussi. C'est vrai, si tu as éduqué les peuples, on a lâché l'éducation depuis trop longtemps aujourd'hui. Ouais, mais la base MAGA, la base MAGA, elle a mal pris les dossiers Epstein, Pierre. Genre vraiment, ça les a énervés, tu vois. Et donc, en fait, à partir du moment où les gens sont au pouvoir, c'est toujours difficile. Pas pour autant qu'ils vont voter démocrate. Mais tu as eu des révolutions de peuples non éduqués aussi. À un moment, quand il y a un trop gros gap entre le haut et le bas finit par aller taper sur le haut. Et l'intellectualité, et les intellectuels se font toujours battre par les plus virulents qui c'est-à-dire que l'intellectuel, il est très intelligent, l'intellectuel, mais quand il s'agit d'aller dans la rue pour balancer des pavés sur la gueule des CRS et de se prendre des coups de matraque, tout d'un coup... Grenade, ça, hop, grenade dans la gueule. Et t'as la masse critique, c'est... il faut de l'énergie pour faire une révolution, il faut de la jeunesse, quoi, en fait, c'est ça. Je dis pas qu'il faut être intellectuel, je dis qu'il faut comprendre où est la vérité, c'est très différent. Et que si on a enlevé la vérité du peuple, on est dans l'incapacité de le faire agir comme il faut. Tu sais, Pierre, qu'on n'est pas du tout d'accord sur ce truc-là. Tu es dans le prochain festin. On parle de cette notion de vérité et de liberté d'expression. Et tu en parles souvent parce que pour toi, il n'y a qu'une vérité. Sauf que c'est pas vrai. Il n'y a pas qu'une seule vérité. Ah, c'est pas ce que je dis. Non. Il y a des vérités. La Terre est ronde, elle n'est pas plate. C'est une vérité. Ça, c'est une vérité scientifique. Non, mais je suis d'accord, Pierre. Mais sur un plan politique, en partant de ce postulat-là, on va malheureusement, je trouve parfois dans un biais politique déguisé. Mais on s'en fiche à la limite. Là, attends, ce que je veux dire par là, c'est que peu importe, et tant mieux qu'il y ait d'ailleurs plusieurs vérités, parce que la démocratie, ce sont des vérités politiques qui s'opposent, et chacun est persuadé d'avoir sa vérité. Je veux juste dire que regardez Trump et ce qui se passe en ce moment, ça viendra peut-être pas d'un Mamdani, mais regardez Tucker Carlson, il est en train de lâcher Trump complètement. Et Tucker Carlson, il a l'oreille très attentive des MAGA. Et donc, il y a beaucoup d'influenceurs, même un Joe Rogan, qui aujourd'hui se distancie complètement de Trump. On l'a vu aussi avec Musk, qui prend ses distances. Donc, attention, c'est ça qui est intéressant. Et que les plateformes font du business. Elles sont pas pro-Trump, les plateformes. Elles sont pro elles-mêmes. Si Trump n'est plus le bon cheval, elles switcheront. Alors là où tu pourrais me sortir un espèce de contre-Kems, Pierre, c'est de me dire, bah oui, mais Trump ou quelqu'un d'autre, de toute façon, ce sera les plateformes qui gagneront à la fin.
Je suis d'accord avec toi. En revanche, toutes les autres politiques qui en découleront seront très différentes, que ça soit Trump, Newsom ou quelqu'un d'autre qui devienne président des États-Unis, en fait, tu vois. Et ce que je dis juste, c'est que moi, en gros, je ne crois pas à l'idée qu'une personne soit capable d'imposer une dictature aujourd'hui aux États-Unis, en France, en Angleterre ou en Allemagne sans avoir un soutien populaire massif et durable, et vraiment durable. Non, maintenant, après, je sais pas si Tucker Carlson à la place de Trump, c'est mieux. Hein. Là non plus, je suis, tu vois, ou un J.D. Vance, hein, tu vois. Je dis pas que c'est mieux. Ce que je dis juste, c'est que du coup, ça sera pas Trump pendant des décennies ça, et J.D. Vance pendant des décennies. Non. Je veux dire, Moi, je crois pas le dictateur Tucker non plus. Carlson, il s'est retourné. Ça fait même pas 2 ans qu'il a été élu, Trump. Tu vois ce que je veux dire? Oui, C'est il y a quand même des d'ailleurs, ça fait un contre-pouvoirs an. en place aux États-unis, ne serait-ce que tout ce qui est judiciaire et compagnie qui va Oui, jouer bien son sûr. rôle, évidemment. Ouais. Ça prend du temps, mais ça va Gouverneur jouer son aussi. rôle. Je vais vous faire une petite clôture un peu drôle. La meilleure des dictatures, et vous allez tous y retourner, c'est vous allez écouter votre mère, elle a toujours raison. Oui, effectivement. C'est C'est ce que je dis à très mes fils à la dictatorial. fin. En attendant, je reste votre mère et c'est moi qui ai raison. Bon, voilà, sur ces bonnes paroles, merci d'avoir pris le temps de discuter et de partager toutes ces idées, toutes ces réflexions. On a parlé d'intelligence artificielle, on a parlé de puces, on a parlé de politique, on a parlé de Washington, on a même parlé de Trump. Donc, c'était une émission de Silicon Carnet réussie. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder. Merci pour votre fidélité. Et pensez à vous abonner. Je sais, je vous le dis à chaque fois, mais c'est important. Il y a 60% des gens qui regardent ces vidéos qui ne sont pas encore abonnés. Donc voilà, c'est un clic. Abonnez-vous. Et, voilà, abonnez-vous, ça compte. Et likez. Et likez cette émission et parlez-en autour de vous. On prépare une émission un petit peu spéciale. On vous a fait la liste de Noël de Silicon Carnet avec plein d'idées complètement saugrenues. On est en train de préparer ça. Fanny, j'attends tes recommandations. Je suis sûr que tu as plein de gadgets pour les fêtes de fin d'année avec tous les robots qui traînent autour de toi. Et donc, on vous fera une émission spéciale Noël avec les recommandations des chroniqueurs de Silicon Carnet de cadeaux de Noël, tous plus farfelus les uns que les autres. J'ai vu ta pince à barbecue qui est absolument exceptionnelle. Allez, hasta luego amigos, bye bye.